Ben, moi, c'est Stéphanie, je suis la directrice maintenant du PIAMP depuis presque 2 ans. Puis on a décidé, pour souligner les 35 ans de l'organisme, de rassembler des personnes qui ont contribué à la vie du PIAMP dans toute cette époque-là. Donc, l'idée, c'est un peu de discuter de la place des jeunes au sein du PIAMP, de comment le PIAMP est différent des autres organisations aussi, puis un peu de toute cette vie associative, de comment ça s'articulait, la prostitution, les jeunes, toute cette place-là que le PIAMP a pris dans notre société, là, dans notre milieu. Donc, je vais commencer peut-être par faire un petit tour de table pour voir qui on est, à quel moment vous avez aussi contribué au PIAMP. Donc, voilà, je vous laisse la parole. Moi, c'est Gilles Tardif. J'étais là pendant toutes les années, sauf depuis 1 an, je pense. Oui, derrière quand j'ai quitté, à la retraite. C'est des choses qui arrivent à tout le monde. C'est ça. Donc, sur le conseil tout le temps, soit parce que j'étais au bureau de consultation jeunesse qui a piloté le projet au départ, ou soit parce que j'étais sur le conseil comme tel. Beaucoup en tant que trésorier et à la coordination là, pour supporter les différents coordonnateurs, y compris la toute nouvelle direction du PIAMP. En fait, quand ça allait mal, on demandait à Gilles de ramasser le monde ensemble puis Gilles le mobilisateur. Exactement, oui. Moi, je suis Jean-Guy Nadeau. J'étais professeur à l'Université de Montréal. Je terminais une thèse sur la prostitution. On venu me chercher pour joindre le projet qui commençait puis qui demandait ses lettres patentes pour s'incorporer. Puis on m'a dit, un prof d'université, ça va être bon dans notre gang. J'ai dit, bon, ben cool. Et j'ai été au PIAMP depuis ce temps-là pendant plusieurs années, donc comme membre du CA, comme président on and off, parfois CA, parfois président, parfois CA. Et à un moment donné, j'ai quitté le PIAMP parce que j'avais plus de temps libre. Et quelques années plus tard, on est revenu me chercher, puis j'ai fait quelques années, puis je suis reparti encore. En tout cas, c'est une des choses intéressantes que j'ai faites dans ma vie, dont je suis particulièrement fier. Bien, moi, je m'appelle France Tardy. J'étais au PIAMP dans les tout débuts, plus sur la recherche avec les récits de vie, le début de la recherche. Parce que je travaillais à ce moment-là au bureau de consultation jeunesse, au centre de documentation. Donc, j'étais impliquée dans la recherche et après ça, je suis partie travailler ailleurs. Puis, je suis revenue. Bien, entre-temps, pour le colloque de 92, c'est vrai, j'ai fait des ateliers avec Chantal Boisclair sur la prostitution des femmes. Puis on a fait une conférence ensemble. Et puis après ça, je suis revenue au PIAMP en 2010 sur le conseil d'administration. Puis maintenant, j'y suis toujours, pas au conseil, mais comme chargée de projet pour faire pourrait dire le deuxième volet de la recherche qu'on avait commencé à la fin des années 70 avec des récits de vie de jeunes. France, tu parles de recherche, ça a toujours caractérisé le PIAMP. Oui. Un volet intervention puis un volet recherche. On a toujours voulu être conscient de ce qu'on faisait puis de ce que donne ce qu'on fait. Puis on a toujours voulu améliorer ce qu'on connaissait aussi. Et je me rappelle, quand on a commencé, le problème n'existait pas. Là. Non, effectivement. D'où notre nom un peu étrange, projet d'intervention auprès des mineurs prostitués. Je pense pas qu'on appellerait ça comme ça actuellement. C'est un peu stigmatisant comme nom, mais à l'époque, un des buts, c'était de dire ça existe vraiment, ouvrez-vous les yeux. C'est de mettre des mots clairs sur quelque chose qui existe. Mettre des mots clairs, ça existe. Parce que c'est fou, ça. Tout le monde niait. Oui. Bien, peut-être tu peux ajouter justement parce que c'est le comité de protection de la jeunesse de l'époque qui était au ministère de la Justice du Québec, qui avait une façon d'intervenir en disant il y a des cas individuels, mais ces cas individuels-là, si on les traite un par un, on n'en sortira jamais. Y a-t-il moyen de les collectiviser, de faire quelque chose, d'avoir un dossier, et ainsi de suite? Puis c'est un intervenant qui, en examinant plusieurs dossiers de jeunes, qui était au comité de protection de la jeunesse, s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui échappait aux notes dans lesquelles il lisait.
Puis il disait, ben en fait, il ne parle pas de prostitution, mais si je comprends bien, il y a un des jeunes en question, c'est Claire qui fait de la prostitution. Donc, c'est lui qui a demandé à convoquer des représentants des policiers, des avocats qui intervenaient auprès des jeunes, dont Maître André Ruffo, Joanne Doucet, qui sont restés. Il y avait aussi René Joyal-Poupard qui était aussi impliqué à ce moment-là. Donc, des avocats, des intervenants du BCJ qui intervenaient dans le Centre-Sud puis à Longueuil, dans les milieux scolaires. Puis ces gens-là, dans les premières rencontres qu'ils ont eues, bien, finalement, ils ont dit qu'est-ce qu'on en connaît de la prostitution des mineurs? Il y a un premier travail qui a été fait pour essayer de comprendre. Puis le résultat, ça a confirmé que tous les acteurs qui étaient autour de la table, bien, ils ne savaient pas, il n'y avait pas de quoi, il n'y a pas d'instrument pour pouvoir le faire, mais qu'il y avait un problème. Donc, le Comité de protection de la jeunesse a engagé une petite somme qu'il a donnée au BCJ pour engager quelqu'un, qui était Jacques Pector, qui, lui, a eu le mandat d'aller sur le terrain, rencontrer dans le milieu de la rue, du centre-ville, d'aller rencontrer, de revenir avec des contacts de gens qui achètent, donc des clients, ou des jeunes qui font de la prostitution. Puis il est revenu avec 2 surprises. D'abord, un rapport qui a été remis à ce premier groupe-là, qui était surtout des gens qui intervenaient, entre guillemets, et puis des bénévoles, des jeunes. Qui ont voulu s'impliquer. Qui ont dit, ben moi, j'ai 17 ans, j'ai 16 ans, je suis un prostitué, ou je suis une prostituée, puis ça ne gêne pas de le dire. Puis si quelqu'un dit que je n'existe pas, ben c'est bonne valeur, mais regardez-moi, je suis bien vivant et voilà. Donc, ça correspond un petit peu à la première volonté de plusieurs des jeunes de dire, ben on existe, on fait ce travail-là, mais on aimerait ça pouvoir en parler, on aimerait ça être reconnu comme des jeunes à part entière, pas être stigmatisés, pas être ignorés. Le premier impact, c'était de dire on existe, on est vivant, on n'est pas des monstres. Deuxièmement, ben, ceux qui sont supposés donner des services, il faudrait bien qu'ils appellent leur chose le nom par ce que c'est. C'est pas un problème de comportement, c'est pas un trouble de la personnalité, c'est un jeune qui pratique quelque chose de bien précis ou une jeune qui fait ça. Mais ça permet aussi à des jeunes de dire, ben nous, on veut s'organiser. Il y a eu un deuxième groupe de bénévoles, mais là, c'était surtout des jeunes. Et c'est là qu'ils ont commencé à parler de services, d'avoir un drop-in, de s'organiser. Puis c'est là que l'idée est venue de dire, bien là, il faudrait bien que l'organisme puisse être responsable des sommes, parce que le Bureau de consultation jeunesse était à une époque où on avait beaucoup de développement de projets. Donc, c'était un projet qui prenait de l'ampleur. Puis les gens ont dit, bien là, peut-être qu'on est capable de s'organiser nous autres mêmes. Fait que c'est comme ça que les gens sont allés chercher de nouveaux partenaires, donc des gens qui s'étaient déjà publiquement investis dans le dossier de la prostitution, qui peuvent apporter une contribution, puis des jeunes qui ont aidé à former le premier conseil d'administration, c'est ça. Puis là, s'installer. Puis là, ben, il y a eu le premier drop-in, très célèbre, sur la rue Sainte-Catherine, en face du 281, pour ceux qui savent ce que c'est. Alors, c'était des jeunes qui mettaient au défi d'être sur la place publique, en face d'un club qui faisait un métier pas pareil. Ben non, c'est sûr que c'est pas pareil. Mais donc, ça a créé beaucoup de friction, mais c'était aussi, comme ça arrive souvent dans des dossiers comme ça, c'était comme ça pour les gens en santé mentale, le fait de s'afficher sur un lieu public, ça voulait dire, regardez, là, si vous ne voulez pas voir la chose, ce qui existe, vous allez la voir de toute façon, vous allez devoir vous prononcer, vous allez devoir la vivre. Donc ça, c'était un premier défi pour les jeunes, c'est ça. Puis les services qui ont été mis en place, d'accompagnement, de soutien, et les premiers conflits entre les intervenants et les jeunes. Ah. Parce que ces jeunes-là se prenaient en main. Ces jeunes-là, ils venaient plusieurs de centres d'accueil à l'époque, les anciens centres jeunesse. Fait qu'ils ne voulaient pas voir reproduire le même type d'intervention. Fait que dès qu'ils remarquaient une petite allusion à ça, tout de suite, c'était la guerre. Fait qu'il y a des intervenants qui ont beaucoup souffert. Parce que les jeunes n'ont pas d'affaires ici, ainsi de suite. Donc, ça donne une idée aussi des conflits, si ça supposait, que les jeunes prenaient leur place puis insistaient sur la façon dont ils voulaient s'entraider. Puis ça donnait aussi à des jeunes des façons d'intervenir qui allaient au-delà des codes moraux et éthiques traditionnels.
mais qui ont permis à plusieurs autres jeunes de pouvoir parler de ce qu'ils vivaient, expliquer les choix qu'ils faisaient, puis être accompagnés dans des démarches qu'ils voulaient faire, soit pour mieux s'organiser, soit pour en sortir. Parce qu'ils disaient, ben, tu sais, si tu me juges pas, si tu me condamnes pas, si tu me prends comme je suis, ben tu vas venir avec moi si j'ai besoin d'aide. Si je veux m'émanciper, par exemple, il y a des jeunes de 14, 15, 16 ans qui disaient, ben moi, ça fait déjà plusieurs mois ou même des années que je vis dans la rue tout seul. J'aimerais ça m'émanciper. Donc, il faut aller rencontrer les parents. Oui, Quand de il y en a, l'émancipation qui a peut-être une notion Légal. différente. Oui, c'est ça, légal. de l'aspect légal, mais en même temps, à travers le PIAM, c'était beaucoup le travail d'émancipation qui se faisait. Donc, sortir des ornières habituelles. Donc ça, c'est le premier impact